Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal, le premier du mois d'avril. Monaco renverse Milan en Euroleague, la Roca Team s'est imposée 72-63 et fait un pas de plus vers les playoffs. Résumé à suivre dans quelques instants. Nous reviendrons également sur les championnats de Monaco de Super G à Oron. Et puis nous sommes aujourd'hui le 1er avril, une journée souvent associée aux blagues et aux farces. Mais quelle est l'origine de cette journée? C'est ce que nous tenterons de savoir avec l'historienne Nadine Cretin. Puis nous vous emmènerons dans les coulisses de la préparation de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum, l'exhibitionniste qui met à l'honneur le travail du créateur Christian Louboutin. Et enfin, nous nous intéresserons ce soir à un nouveau concept sain qui plaît, du poisson frais en mode snack, de la mer à l'assiette, un reportage à suivre dans ce JT. On débute ce journal avec du basket porté par ses supporters venus en nombre. La Roca Team a renversé le Mythic Club de Milan ce jeudi soir. Un succès prestigieux à l'extérieur qui permet aux Monégasques de mettre un pied en play-off. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Dominée assez largement en première mi-temps, la Roca Team a su trouver le moyen de remonter et dépasser Milan dans sa salle. Tout s'est joué dans le troisième quart-temps. Pendant les 5 premières minutes, les deux équipes ne marquent que 3 paniers et puis le festival monégasque peut commencer. Paris Lee est le principal acteur de cette remontée. Les 11 points de retard sont rapidement effacés. Dans son rythme très rapide, la Roca Team est injouable à l'image de Dwayne Bacon en équilibriste ou Dante Hall en haute altitude. Monaco inflige un énorme 20-1 en 5 minutes pour compter 8 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. La dernière période sera elle aussi remportée par la Roca Team. Mike James, 19 points, 7 passes, fait du Magic Mike. La Roca Team tient le coup. Will Thomas renvoie cette tentative de tir longue distance qui aurait pu ramener Milan à 3 points. Derrière, Dante Hall se charge de finir le match en beauté. Le pivot américain signe là son meilleur match de la saison avec 27 d'évaluation, 16 points, 8 rebonds et 2 contres pour le plus grand bonheur des 70 Roca fans qui ont fait le déplacement. Match à 2 vitesses, ouais, première mi-temps dominé par Milan. On a un très bon résultat à la mi-temps avec le jeu qu'on produit. Ils nous dominent physiquement. Voilà, à 6 points à la mi-temps, on savait qu'on pouvait mieux jouer, donc on avait un bon résultat. Et c'est sûr que les 17 dernières minutes ont été totalement à notre avantage. Comme tu l'as si bien dit, une guerre de tranchées. On a joué beaucoup plus physique que ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Ça allait passer par la défense et courir, essayer de jouer des mismatchs plus intéressantes parce qu'en première mi-temps, on n'avait pas beaucoup de mouvements et c'est ce qu'on a fait. Quand on est capable de gagner à Milan, on se dit que le Final Four, c'est un rêve qu'on peut toucher du doigt. Je pense qu'au vu de notre dernier mois, on peut être exigeant envers nous-mêmes et rêver grand. Ouais. Une victoire référence à l'extérieur pour la Roca Team qui attend désormais un faux pas de Berlin pour être qualifié officiellement en play-off. Une soirée parfaite pour tous les Monégasques. Joueurs comme supporters se sont déjà donné rendez-vous ce dimanche à 19 h à Gaston-Médecin pour une rencontre du championnat de France face à Orléans. En effet, magnifique soirée pour le club et les supporters. Retrouvez-les d'ailleurs ce samedi à 19 h 30 dans votre magazine Roca League Tour. Yannick Debever a suivi les Roca fans lors de ce déplacement à Milan. On reste dans le sport, les championnats de France de ski alpin se sont terminés hier à Oron, mais ce matin, une dernière course était programmée, le championnat de Monaco de Super G, un événement qui prouve la belle entente entre les fédérations françaises et monégasques de ski. Les explications de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Initialement, les championnats de Monaco de Super G auraient dû avoir lieu à Serre-Chevalier. Mais la course s'est finalement déroulée ce matin à Oron, sur la même piste où se sont tenus les championnats de France et de Monaco de descente hier. Entraîneurs, pisteurs, athlètes sont donc restés une journée de plus pour offrir une belle épreuve dans la station azuréenne. L'illustration des très bons liens qui unissent les fédérations monégasques et françaises de ski. Ce projet, il a vu le jour il y a plus de 20 ans, où une rencontre avec le président de la fédération française de l'époque, le président de la fédération monégasque et moi au milieu, on a pu négocier
une ouverture très large pour nos jeunes, ce qui veut dire que dès le plus jeune âge, ils peuvent concourir en France avec une licence Fédération française. Ils peuvent ensuite accéder au ski-études, au Pôle France. Donc tout le chemin est ouvert et nos jeunes en bénéficient au même titre qu'un jeune français. Des accords permettent aux skieurs monégasques de progresser. Arnaud Alessandria, 13e du combiné aux Jeux Olympiques de Pékin, fait partie intégrante du groupe Coupe d'Europe de l'équipe de France depuis des années. Il a un technicien à son service, il a aussi des entraîneurs, il a une préparation physique. Il bénéficie aussi du centre de haut niveau à Albertville. Donc en fait, il bénéficie de toutes les structures de la fédération. Voilà, en contrepartie, on a un arrangement financier, mais voilà, il bénéficie aussi d'un niveau d'entraînement. Voilà, donc avec Monaco, moi je suis en charge de la gestion de la programmation, de l'entraînement, avec mes responsables de groupe, donc le groupe Coupe d'Europe qui est géré par Cyril Vieux. Et tout ce qui est fait autour d'Arnaud, c'est aussi fait pour nos athlètes à nous, donc il suit le même programme. Un partenariat axé sur la performance donc, afin d'accompagner les jeunes monégasques vers le très haut niveau, mais aussi sur la logistique. Sur une descente par exemple, où ça demande des centaines d'heures de préparation, des centaines de personnes sur la piste, pour la sécurité, pour tout ce qui va autour de la vitesse, le chronométrage, la préparation, tout nous est, je dirais, offert grâce à ces accords. Champion de France de la descente hier, Maxence Musaton a encore été le plus rapide ce matin. Il remporte le Super G en 1 minute 4 centièmes devant Federico Simoni et Quentin Etienne. Arnaud Alessandria, 14e à 1 seconde 66 du vainqueur et sacré champion de Monaco du Super G. Le jeune Younes Terbesh se classe 33e à moins de 5 secondes de Musaton. Écoutez, moi je trouve que c'est une journée magnifique parce qu'on est très satisfait. Vu les conditions météo, les organisateurs français nous ont permis de faire ces championnats de Monaco. Et puis on a un beau champion monégasque et une belle médaille d'argent avec Alessandria et Younes Terbesh. Ce projet franco-monégasque est aussi sur le long terme. Objectif pour Arnaud Alessandria, intégrer un jour le groupe Coupe du Monde de l'équipe de France. Sport toujours avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. Après la trêve internationale, les Monégasques renouent avec le championnat ce dimanche à 15h. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. L'AS Monaco se déplace effectivement à Metz pour le compte de la 30e journée. À savoir que sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes à Saint-Symphorien, le bilan est peu flatteur pour les Messins, battus à 7 reprises par nos Monégasques pour 1 nul et 2 succès. Mais Metz lutte pour le maintien et compte bien engager toutes ses forces dans la bataille face à Monaco. Cet après-midi, au centre d'entraînement, le staff monégasque était d'ailleurs en conférence de presse pour aborder cette future rencontre. C'est une équipe qui joue avec 5 à derrière, de temps en temps avec 2 attaquants, de temps en temps avec un attaquant avec 2 derrière lui, qui veut faire un jeu avec les transitions. Ça va être un mur, on doit casser, c'est clair, et d'être vraiment bien dans les transitions. FC Metz, AS Monaco, ça sera donc ce dimanche à 15h. Dans un tout autre domaine, la 4e réunion du Comité national de suivi des aires marines protégées s'est déroulée aujourd'hui au ministère d'État. La principauté dispose, Émilie, de 2 aires marines protégées créées respectivement en 1976 et en 1986. L'aire marine du Larvoto et l'aire marine du Tombant des Spélugues, dont la gestion a été confiée à l'association monégasque pour la protection de la nature. La gouvernance de ces AMP a été confiée à un comité national du suivi qui est chargé en fait de définir les grandes orientations de la gestion de ces aires. L'objectif concret étant de faire le point sur les connaissances scientifiques, renforcer les liens avec les institutions et préciser, Émilie, les modalités de gouvernance de ces sites. Merci Julia. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, une journée synonyme de blagues et de plaisanteries depuis longtemps, mais dont on ne connaît finalement pas réellement l'origine. Pour éclaircir le mystère, nous avons contacté l'historienne Nadine Cretin. Elle est à Paris, où il a neigé aujourd'hui, et ceci n'est pas un poisson d'avril. Bonsoir Nadine Cretin. Bonsoir. Le 1er avril a toujours été associé à la farce et au canular. Ma question est toute simple. Pourquoi et quelle en est son origine ou ses origines? Tout est à l'état d'hypothèse. En réalité, on dit souvent que le 1er avril, c'est depuis 1564 avec Charles IX
qui a mis le nouvel an au 1er janvier, et que c'est donc à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vouloir faire de fausses étrennes, et que c'est une façon d'expliquer pourquoi on fait des farces ce jour-là. C'est l'époque du carnaval, d'un début de l'année, qui n'est peut-être pas le 1er janvier, évidemment. Là, on est beaucoup plus avancé dans le printemps, mais enfin, c'est quand même le temps premier, hein, printemps, c'est sa signification, et où il y a le blé qui lève, etc. Et donc, ça a un lien, c'est certain, avec le réveil de l'année et du printemps. Alors, vous voyez, il y a déjà, sur la date, il y a quand même beaucoup d'incertitudes pour le point de départ. Mais c'est lié au carnaval. Et finalement, oui, c'est un pied de nez à toutes ces fêtes. C'est un pied de nez, si on veut, aux autorités qui obligeaient à faire le carême, où les chrétiens, enfin les populations au Moyen-Âge étaient obligées de faire maigre, c'est-à-dire de ne pas manger de viande, de ne pas manger d'œufs ni de laitage, mais en tout cas, on mangeait du poisson, et c'est une certaine façon, en se moquant du poisson, ça revient à se moquer des autorités qui étaient des autorités ecclésiales essentiellement avant. D'où l'expression poisson d'avril, du coup ? Sans doute, mais le poisson, c'est énigmatique parce que d'abord, c'est un animal qui est très, comme la poule, qui est très prisé au printemps. D'ailleurs, les confiseurs ne s'y trompent pas et en vendent en chocolat on en voit à leur devanture. C'est un animal qui est très prolifique et donc ça, ce sont des animaux qui sont très aimés et prisés au printemps. Mais le poisson d'avril donc vient probablement parce que le poisson était lié vraiment au carême. Il peut y avoir beaucoup d'autres hypothèses aussi. On vient de quitter le signe astral des poissons. Oui. Et puis, il y a le fait que poisson, vous savez, c'est le sens de bobard, en fait. Tu me fais avaler un gros poisson. Donc, finalement, ça a pris tout seul le nom de poisson. Ensuite, il y a en Suède, on disait les enfants une petite comptine qui revient à dire « Avril, avril, stupide hareng, je te fais marcher comme je l'entends ». Justement, Nadine Cretin, oui. Tous les pays ont un 1er avril, cela tombe aussi un 1er avril ? Alors, d'abord, c'est surtout, évidemment, l'hémisphère nord, c'est l'Europe, si vous voulez, donc l'Occident. Mais en Espagne et en Amérique du Sud, c'est le 28 décembre, parce que ce jour-là, c'est le jour des Saints Innocents. Et on appelait ça la fête des enfants de cœur, où il y avait un petit enfant de cœur qui avait le droit de s'habiller comme un évêque. Et donc, ce jour est resté le jour des farces en Espagne, et puis, je vous dis, en toute l'Amérique du Sud. Mais maintenant, c'est beaucoup le 1er avril. Eh bien, merci beaucoup Nadine Cretin d'avoir été avec nous pour nous éclairer justement sur les origines pas encore tout à fait fondées du 1er avril. Merci infiniment. De rien, merci à vous. La grande exposition estivale du Grimaldi Forum mettra à l'honneur cette année le travail de Christian Louboutin. Il s'agira d'un 2e chapitre pour l'exposition L'exhibitionniste présentée au Palais de la Porte Dorée en 2021. Une version revisitée, mise à jour et repensée selon les influences méditerranéennes et monégasques du créateur français. Le Grimaldi Forum organisait ce jeudi une conférence de présentation à Paris en compagnie du commissaire de l'exposition, Olivier Gabé. On l'écoute, il est au micro d'Alexandra Pani. Il y a quelque chose de très enveloppant, de très différent. On n'est pas dans le côté très minéral de la présentation parisienne, urbaine, quelque chose qui s'ouvre sur la Méditerranée comme un des espaces les plus inspirants dans l'histoire de l'art, évidemment. Et donc l'idée était de saisir cette opportunité aussi pour à la fois raconter la même histoire, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est l'histoire de la même personne, et de l'autre côté l'enrichir d'un certain nombre d'éléments qui montraient que cette exposition, elle a été pensée pour Monaco. Elle invite aussi un certain nombre
d'artistes ou d'œuvres d'art qui sont attachées à l'histoire du rocher de la principauté. De ce point de vue-là, il y a un certain nombre de collections aussi qui se retrouvent dans l'exposition. Je pense à des maquettes d'opéra par André Derain. Cet art du spectacle est aussi intimement lié à l'histoire de la mode et à l'histoire du soulier, parce que c'est évidemment ce qui accroche la ballerine au sol, on dira, et Monaco a une grande histoire dans ce domaine, une histoire assez vraiment prestigieuse et qui continue aujourd'hui. Il y a des clins d'œil à Léon Bakst avec des costumes des ballets russes. Donc l'idée était vraiment à la fois d'être fidèle à l'esprit de ce qu'est Christian Louboutin comme créateur et donc de son rapport avec son œuvre, son travail depuis 30 ans, et en même temps, dans ce musée imaginaire qui était un des clous de l'exposition à Paris, le repenser très profondément pour en faire quelque chose qui soit vraiment totalement unique et qui soit assez joliment évocateur du fait de le présenter ici à Monaco. Et la conférence de présentation de cette exposition estivale du Grimaldi Forum se tenait rue Jean-Jacques Rousseau, la rue historique où Christian Louboutin a ouvert sa toute première boutique en 1991, au numéro 19. Je vous propose de nous rendre à quelques pas de là, au numéro 27, qui abrite aujourd'hui l'atelier sur mesure du créateur à la célèbre semelle rouge. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi vous proposent une visite en compagnie du maître des lieux. Donnez à une femme les bonnes chaussures et elle pourra conquérir le monde, disait Marilyn Monroe. Qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce que l'espace d'un instant, devant une paire de talons aiguilles siglés Christian Louboutin. En l'espace de 30 ans, le créateur parisien a réussi à imposer sa célèbre semelle rouge à travers le monde. Dès l'entrée de l'atelier, une forte odeur de colle s'y dégage. Sur les formes en résine, des noms bien connus, mais que l'on ne pourra pas dévoiler. On est à l'atelier où on fait des paires spéciales. Des paires spéciales, ça veut dire pour des clientes spéciales, mais ça veut dire pour des projets spéciaux, ça veut dire aussi pour les défilés. Donc voilà, tout ce qui n'est pas en série. Les séries sont faites en général en Italie, mais tout ce qui est donc vraiment de monde très particulière se fait ici. Dans cet atelier, 5 paires de petites mains magiques travaillent pour créer le parfait soulier sur mesure. C'est une véritable expérience haute couture qui est réalisée ici. De la prise de mesure du client à la forme en résine qui reprend les particularités exactes du pied, jusqu'à la personnalisation à la main de chaque paire. L'atelier est niché derrière une imposante porte cochère de la rue Jean-Jacques Rousseau, une rue à laquelle Christian Louboutin est très attaché. Je m'y suis installé il y a exactement 30 ans, rue Jean-Jacques Rousseau, au numéro 19. Et puis ensuite, il y a eu le 21, il y a le 23, il y a le 25, il y a le 27, le 29, le 14, le 5, différents endroits. Mais plutôt que de changer, j'ai trouvé que c'était important de garder le lieu où tout a commencé pour moi, en tout cas au niveau de mon travail. Aujourd'hui, le créateur parisien possède plus de 145 boutiques à travers le monde, véritable savoir-faire à la française. Depuis le début de l'aventure Louboutin, chaque paire achetée est accompagnée de son pochon rouge et de sa boîte craft. Des éléments qui font l'histoire de la marque à la semelle rouge depuis 30 ans. Un travail d'exception qui continuera de faire rêver pour longtemps encore les passionnés de mode. Un véritable travail d'orfèvre que vous pourrez découvrir donc cet été au Grimaldi Forum du 9 juillet au 28 août. Nous ne manquerons pas d'ici là de revenir sur les préparatifs de ce grand rendez-vous. On rejoint Julia Vielle pour le reste de l'actualité. Julia, le gouvernement princier confirme ses engagements concernant le plan national pour le logement des Monégasques. Le gouvernement a en effet présenté les possibilités de nouvelles réalisations immobilières à Monaco. Ainsi, plus d'une centaine d'appartements neufs supplémentaires pourraient être construits sur la période 2024-2026. Pour renforcer la mise en œuvre du plan national au logement, des études vont donc continuer en concertation toujours avec le Conseil national. Le gouvernement confirme ainsi, Émilie, que le logement des Monégasques constitue une priorité absolue. L'INSEE a dévoilé sa dernière étude sur la vaccination contre la Covid-19 en principauté. Que révèlent les chiffres, Julia? Il est indiqué, Émilie, que 78 900 injections de vaccins ont été administrées en principauté à des personnes de 12 ans et plus. La couverture vaccinale atteint ainsi 71,7%. Elle est proche des 82% chez les 55-64 ans et atteint même les 95% chez les 75 ans et plus. À savoir aussi que la vaccination à Monaco est paritaire et concerne donc autant de femmes que d'hommes. Vous le savez, 2022 correspond au centenaire de la disparition du prince Albert Ier. À cette occasion, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques désire impliquer
tous les élèves de la Principauté dès la 6e autour d'un grand concours photographique, Julia. Le but, Émilie, de ce concours est d'inciter les jeunes générations à retracer le parcours du prince à travers la photographie. Le concours aura pour thème « Regarde aujourd'hui sur les petits et grands lieux de mémoire du prince Albert Ier en Principauté ». Chaque participant devra illustrer l'implication du prince dans les domaines suivants: océanographie, anthropologie, médecine, écologie et géographie. Les clichés devront être envoyés avant le 1er mai à minuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'AMOPA, amopa.asso.mc. De nombreux prix récompenseront les meilleures œuvres. Celles-ci feront aussi l'objet d'une exposition. Et puis cette information que nous avons appris concernant le concert de General Electric. La mairie de Monaco a malheureusement annoncé que le concert party Like a Human de General Electric est annulé. Il était initialement, Émilie, programmé ce samedi 2 avril à 20h30 à l'espace Léo Ferré. Le remboursement des billets s'effectuera auprès des points de vente habituels. Merci pour toutes ces précisions, Julia. Intéressons-nous à présent à ce nouveau concept de restauration qui met à l'honneur les produits de la mer, des ingrédients sains, déclinés sous différentes formes, sous des appellations qui font le petit plus. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni ont découvert cela chez une toute nouvelle enseigne située dans les halles du marché de la Condamine, Maison Mère. Voyez leur reportage. Ils sont 3. Les 2 amis co-gérants, Rémi et Ricardo, ainsi que la chef Sarah. Depuis presque un mois maintenant, ils proposent une offre inédite dans les halles de la Place d'Armes, juste derrière la poissonnerie, en face du comptoir. Une offre originale de restauration. Nous avons créé ce concept autour du poisson. Nous, on travaille donc le snacking autour du poisson. On va travailler le poisson sous différentes formes, aussi bien cru, cuit, également en charcuterie sous forme de sandwich. Et là, ça fait 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet-là. Et on a voulu proposer vraiment un format de snacking, c'est-à-dire qu'il soit très abordable, que ce soit pour tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et l'idée, c'était également de transmettre aussi des valeurs que nos familles nous ont transmises. Par exemple, celle de Rémi qui travaille dans le poisson depuis 4 ou 5 générations, ou autant la mienne qui est une famille de paysans. Donc l'idée, c'était de travailler des produits sains, nobles, et de la meilleure des manières possibles. Un burger au poisson fait maison avec l'arrivage du jour, des salades, des wok, du ceviche, du tartare, du tataki, mais également, et c'est original, de la charcuterie de la mer, que l'on appelle donc de la mercuterie. La mercuterie, en fait, ça va être un retour un petit peu à des procédés de transformation et de conservation ancestrale. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler le poisson de la même manière que de la charcuterie classique, sauf que là on va être sur des produits qui vont être beaucoup plus riches en protéines, riches en oméga. C'est des produits qui sont entièrement travaillés à la main également. Par exemple, on va avoir un produit qui plaît énormément, qui va être la mortadelle de thon et de seiche. On a également de la bresaola, du jambon d'espadon. Donc, ce sont vraiment des produits très sains, très nobles. Et on va avoir bientôt aussi des nouveaux arrivages. On va avoir du kebab de thon. On va avoir beaucoup de déclinaisons comme ça de grands classiques dans le format poisson. Voilà pour tout ce qui sort des océans. Pour le reste, Maison Mère est livrée pour ses desserts appétissants ainsi que ses légumes frais et de saison, sans oublier les boissons qui s'inscrivent dans une démarche environnementale, comme par exemple les canettes baptisées Océan 52, dont 52% du chiffre d'affaires du distributeur est reversé à la recherche et à la protection des océans. Musique à présent avec le festival Printemps des Arts. Hier, l'orchestre philharmonique de Radio France se produisait sous le chapiteau de Fontvieille avec à la baguette Bruno Mantovani, le directeur artistique du festival. Le reportage de José Sacré. Après l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et l'Orchestre National d'Auvergne, l'Orchestre Philharmonique de Radio France était le 31 mars l'invité du Printemps des Arts de Monte-Carlo au chapiteau de Fontvieille. C'est la fête des orchestres cette semaine parce qu'on a même un 4e orchestre samedi, un orchestre de jazz, un big band, puisque le jazz fait sa réapparition au Festival du Printemps des Arts. Mais il est vrai qu'on dit plus on est de fous, plus on rit. Mais on a eu aussi des moments d'intimité merveilleux avec des solistes ou des quatuors à cordes. Je pense qu'un festival, c'est l'occasion de jouer sur la diversité des effectifs et la diversité de répertoire. Donc on aurait tort de s'en priver. Au programme de ce concert, le concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes en do mineur opus 35 de Dmitri Shostakovich, jeu de cartes de Stravinsky et le quintet en sol mineur opus 39 de Sergueï Prokofiev.
En prélude à ce concert de musique russe, une conférence a été donnée au Café du Cirque par Charlotte Gino-Sachlik, musicologue, avec Bruno Mantovani sur le thème « Le siècle rouge, les musiciens russes face au pouvoir ». Le siècle est tragique, les temps sont tragiques, il y a quand même, je veux dire, ce sont des musiciens qui ont connu 2 conflits mondiaux. Shostakovich, Prokofiev ont été en butte au pouvoir dans des proportions qui sont aujourd'hui inenvisageables pour nous autres en Europe. Et ce sont quand même des musiciens qui, malgré tout ça, ont réussi à conserver quelque chose de l'ordre d'une force vitale. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Aujourd'hui, au niveau de la création, quelle est la situation en Russie? Est-ce que les compositeurs sont placés sous haute surveillance? Je sais juste qu'actuellement, tous les créateurs russes sont surveillés. Qu'il y a en fait historiquement la relation entre l'artistique et le politique en Russie, c'est quelque chose qui est très noué, très tissé, et il y a une forme de vigilance et qui est une vigilance à double tranchant, c'est-à-dire d'accompagnement des institutions, d'accompagnement des carrières, de défense des interprètes. C'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, qui remonte au 19e. Et de l'autre côté, il y a du coup une très grande vigilance à tout ce que ces créateurs pourraient dire qui serait contre-productif pour l'exercice de l'État. Donc quand l'État se raidit, quand l'État prend un virage autoritaire, évidemment la vigilance se durcit. Bruno Mantovani, aujourd'hui en Occident, face à la tragédie qui se déroule en Ukraine, en réaction, certains organisateurs de concerts écartent de leur programmation les grands musiciens russes comme Tchaïkovski ou Rachmaninov notamment. Qu'en pensez-vous ? Je crois que tout ça est très complexe. Il y a un réflexe émotif très fort. Évidemment, ce qui se passe en Ukraine nous bouleverse tous. Et en même temps, il faut raison garder sur la culpabilité potentielle de gens qui n'y sont absolument pour rien. Comme assimiler Wagner à Hitler est une hérésie parce que Wagner est mort quand même une 50aine d'années avant l'émergence d'Hitler. Je pense il ne faut pas condamner... La Russie, pour moi, c'est pas ce qui se passe actuellement. La Russie, c'est Stravinsky, c'est Prokofiev. C'est pas le pouvoir actuel. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger la folie d'un autocrate et puis les créateurs qui, il y a un siècle, nous ont donné des chefs-d'œuvre qui ont inspiré jusqu'à une musique plus occidentale. C'est à Monaco que Bruno Mantovani, directeur artistique du Printemps des Arts, chef d'orchestre et compositeur, a choisi de présenter sa dernière création en première mondiale. Il s'agit d'Allegro Barbaro, un concerto pour percussion et orchestre. Le titre, je l'ai volé à Béla Bartók, un autre compositeur particulièrement mis à l'honneur lors de cette édition 2022. C'est Allegro Barbaro. C'est une pièce de piano pour Bartók. Ici, c'est un concerto pour percussion et orchestre. Ce concerto pour percussion et orchestre, Bruno Mantovani le dirige une nouvelle fois ce vendredi 1er avril à Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et demain, nous recevrons dans les studios de Monaco Info le violoniste Renaud Capuçon à l'affiche du concert de clôture du Festival Printemps des Arts. Jetons un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de samedi, Julia ? On aura connu mieux au niveau du temps, Émilie. Pour ce premier week-end d'avril, le ciel sera en effet bien couvert malgré quelques éclaircies durant la journée. Du côté des températures, vous ne pourrez encore pas vraiment tomber la veste ni l'écharpe. Elles oscilleront entre 6 et 12 degrés. Demain sera la Sainte-Sandrine. Nous souhaitons d'ailleurs une très bonne fête à notre collaboratrice Sandrine Nègre. Oui, une bonne fête à toutes les Sandrines. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal comme nous l'avons commencé avec la belle performance de l'AS Monaco Basket qui a fait vaciller Milan en Euroleague. La Roca Team qui met une option sur les playoffs et qui aura pu compter hier soir sur la présence des supporters monégasques. Illustration ce soir avec les photos de Michael Alési. Excellente soirée à tous et à demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info.